L'affaire MeToo commence au printemps 2017 dans les bureaux du New York Times, qui est un des plus grands journaux américains. Jodi Kantor, qui est une journaliste de 42 ans spécialisée dans les inégalités entre les femmes et les hommes au travail, rassemble ses notes et en vient à une conclusion. Il y a décidément quelque chose qui cloche avec l'immense producteur américain de 65 ans, Harvey Weinstein. Ouais, je sais, aux US on dit Weinstein, mais en France l'usage a pris le dessus et les gens disent Weinstein, donc je vais dire Weinstein dans cette vidéo. Et à ce moment-là, même s'il est très peu connu du grand public, il est hyper puissant dans le monde du ciné. Avec son frère, Bob, il est à la tête d'une société de production qui s'appelle Miramax, puis de la Weinstein Company depuis 2005. Et juste pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du bonhomme, Pulp Fiction, le producteur, c'est lui. Shakespeare in Love, qui a quand même remporté 7 Oscars en 99, c'est lui aussi. Scary Movie, c'est encore lui. Bref, à ce niveau-là, vous comprenez bien que à Hollywood, il a clairement le pouvoir de faire ou défaire des carrières. Le truc, c'est que depuis quelques temps, il y a des rumeurs qui courent sur lui, et notamment sur sa manière de se comporter avec les femmes. Je pense par exemple à l'actrice ultra connue Gwyneth Paltrow, qui a joué dans la saga Iron Man ou Shakespeare in Love. Elle avait fait quelques sous-entendus sur le plateau du Late Show de David Letterman, et on est en 98, regardez. Has someone coerced you into being here? Do you count Harvey Weinstein as a coercer? I do all my movies for Harvey Weinstein. That's Miramax for all of you. Yeah. And I'm lucky to do them there, but he will coerce you to do it. En fait, des sous-entendus comme ça, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'on peut au moins s'arrêter sur cette punchline de Seth MacFarlane, qui est juste le créateur de American Dad et Family Guy, alors qu'il annonce les nominés pour les Oscars de la meilleure actrice en 2013. Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Mais revenons en 2017 dans les bureaux du New York Times. À cette époque, il y a de plus en plus d'articles qui sortent sur le harcèlement sexuel des femmes, notamment sur leur lieu de travail. C'est un phénomène malheureusement répandu et la journaliste Jodi Kantor voudrait creuser l'affaire. Alors elle repense à cette histoire qui, 2 ans plus tôt, lui avait mis la puce à l'oreille. On est en 2015 et la mannequin italienne Ambra Gutierrez porte plainte contre Harvey Weinstein auprès de la police new-yorkaise pour attouchement sexuel et propos déplacés. Et en fait, à ce moment-là, la police new-yorkaise considère qu'il n'y a pas assez de preuves, et donc elle demande à Ambra Gutierrez, qui porte plainte, de retourner voir Harvey Weinstein, mais cette fois-ci avec un micro caché. La jeune femme est évidemment terrifiée, mais c'est le seul moyen pour que justice soit rendue, alors elle y va. Please, I don't want to do something I don't want to. I don't feel comfortable. I mean, don't have a fight with me on the phone. Please, I'm not going to do anything. I swear, my children. Please come in. On everything. I'm a famous guy. I'm feeling very uncomfortable right now. Please come in now. And 1 minute. And if you want to leave, when the guy comes with my Why jacket, you can yesterday go. you touched my breast? Oh, please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. Come on. Are you used to that? Bon, les enregistrements sont révélateurs, mais pas selon le procureur de Manhattan qui juge les preuves insuffisantes et qui abandonne alors les poursuites. On est toujours en 2015 et après l'affaire Ambra Gutierrez qui a fait un petit peu de bruit quand même, la journaliste américaine Jennifer Senior publie un tweet. Un jour viendra où toutes les femmes qui ont eu peur de s'exprimer sur Harvey Weinstein devront se prendre par la main et se jeter à l'eau. En gros, c'est très clair, elle incite à le dénoncer. Et puis dans le milieu journalistique, on dit que plusieurs médias, dont le New York Times d'ailleurs, ont déjà tenté d'enquêter sur le producteur, mais sans succès. Jodi Kantor sait donc que le défi qui l'attend est immense. Alors, elle décide de s'associer avec la journaliste Megan Twohey, qui bosse également au New York Times. Le travail peut commencer. Alors, les deux journalistes interrogent une actrice, Rose McGowan. Elle a joué dans Scream ou encore dans Charmed. Elle s'est déjà exprimée sur des violences qu'elle a subies à Hollywood. Les journalistes suspectent Harvey Weinstein d'être impliqué dans cette affaire. McGowan accepte alors de leur raconter son histoire. Dans les années 90, elle rencontre Weinstein et une projection de film. Plus tard dans la soirée, le producteur l'invite dans son hôtel pour apprendre à la connaître davantage. Et rapidement, un drame se produit. Il la viole. Les deux journalistes ont alors l'impression que l'histoire de McGowan n'est pas un cas isolé et que Weinstein n'est sûrement pas le seul prédateur sexuel à Hollywood. And for me, he's a sick person. He's a sick mind, but what about all the others? And there were so many, the machinery set up in every country he would go to. Jodi et Megan décident donc d'aller à la recherche d'autres témoignages pour étoffer un peu leur enquête, mais un obstacle majeur se présente à elles. Presque toutes les femmes ont peur de parler. Elles veulent pas risquer leur carrière ou que les médias envahissent leur vie privée. Ce qui se comprend. Ceci dit, Megan assure aux actrices que, ensemble, elles pourront potentiellement protéger d'autres femmes. Malgré ça, les entretiens se font rares et sont pas toujours très concluants. On est quelques semaines plus tard, en juin 2017, et à force de contacter des potentielles victimes de Weinstein, Jodi et Megan ont rendez-vous avec une actrice et militante américaine, Ashley Judd. Et elle se confie sur son agression sexuelle par Harvey Weinstein, et à partir de ce moment-là, un mode opératoire se dessine. Concrètement, le producteur invite très souvent des jeunes femmes dans sa chambre d'hôtel de luxe, au Peninsula de Beverly Hills, à Los Angeles. Officiellement, c'est pour parler business. Et jusque-là, des réunions de taf dans des hôtels de luxe, c'est important de le dire, à Los Angeles, ça se fait souvent. Donc les actrices sont pas particulièrement suspicieuses. Sauf que dans son cas, Weinstein les accueille habillés d'un simple peignoir de bain, et rapidement il leur demande de lui faire des massages ou d'autres propositions sordides. Weinstein n'accepte aucun refus, et il leur dit que ce serait bien dommage pour leur carrière.
Et avec l'autorité et le pouvoir qu'il a sur ces jeunes actrices, il obtient souvent ce qu'il veut, et ce par la contrainte, toujours morale, souvent physique. Certaines jeunes femmes arrivent à lui échapper, d'autres pas. Cet entretien avec Ashley Judd leur permet d'avoir de nombreux nouveaux contacts, comme celui de l'actrice Gwyneth Paltrow qui semblait déjà faire des sous-entendus en 1998. Gwyneth Paltrow a été pendant de longues années la protégée d'Harvey Weinstein. Il a propulsé sa carrière et elle le considérait comme son oncle. Ce témoignage est crucial pour les journalistes du New York Times parce qu'elle est une superstar. Si elle accepte d'être citée, leur article sera pris très au sérieux. Mais pour l'instant, elle refuse. Sa carrière est à un point critique et elle ne veut pas la mettre en danger. Mais heureusement pour leur enquête, une nouvelle piste se présente. Les journalistes se rendent compte que Weinstein a fait signer de nombreux accords de confidentialité. En gros, en échange de plusieurs dizaines de milliers de dollars, il achète le silence de ses victimes. In the case of Weinstein, we were able to determine in the course of our reporting that he had paid, that basically there had been at least 8 cases in which women, from 1990 to at least 2015, in which women had come forward and accused him of sexual harassment or sexual assault. These women had turned to attorneys for help and had basically been told that the best option, and in some cases the only option, was to basically accept money in exchange for silence. Et c'est pas tout, parce que certains de ces accords de confidentialité n'ont pas été signés avec des actrices, mais avec des employés de l'entreprise de Weinstein. C'est comme ça que Jodie et Megan rencontrent rapidement une nouvelle source, une ancienne assistante de Harvey Weinstein devenue productrice de théâtre. Elle s'appelle Zelda Perkins et c'est la première femme qui ose rompre cette fameuse NDA, Non-Disclosure Agreement, c'est l'accord de confidentialité. Les 3 femmes se rencontrent à Londres et ses propos sont glaçants. Ici, je vais la citer, « Conquérir les femmes était pathologique chez lui, c'est ce qui le poussait à sortir du lit le matin. » Elle dit que le producteur l'a harcelé, mais qu'il a aussi tenté de violer une de ses collègues. Et pour étouffer l'affaire, un accord de 125 000 $ est conclu. Zelda Perkins prend donc un énorme risque, mais elle sent que c'est nécessaire. L'enquête avance et progressivement, c'était obligé, Harvey Weinstein commence à entendre parler de ces mystérieux appels passés par Jodie Cantor et Megan Twohey. Sa carrière est en jeu, pour lui il y aurait un préjudice de fou furieux si ça venait à sortir. Alors en août 2017, il engage une société de renseignement privé pour enquêter sur les personnes soupçonnées de parler aux journalistes. Weinstein va payer 1,3 million de $ pour ça. Il est prêt à tout pour que ça sorte pas. Tout ça remonte aux plus hautes oreilles du New York Times. Les supérieurs de Jodie et Megan sont clairs. Faites comme si vous étiez constamment sur écoute. C'est hyper flippant et malgré ça, elles se laissent pas intimider. Mais ça commence à devenir emmerdant parce que les 2 journalistes n'ont toujours pas assez de matière pour pouvoir sortir leur enquête. Les preuves manquent et les victimes ne veulent pas parler publiquement. Mais heureusement pour l'enquête, une rencontre va tout changer. Erwin Reiter, qui n'est nul autre que le comptable de la Weinstein Company. Il est au courant depuis des années que son patron a des comportements inappropriés avec les femmes. Il prend peur, il flippe qu'un scandale éclate et que la compagnie ne survive pas. Quand il rencontre Jodie et Megan, il leur révèle que des agressions récentes ont eu lieu au sein de la boîte. Et ça commence vraiment à faire du bruit. C'est là qu'il faut les fouiller. Dans l'entreprise de Weinstein. Et son frère Bob, avec qui il gère la boîte, a conscience de ces agissements, puisque les employés viennent directement se plaindre auprès de lui. En septembre, Jodie et Megan obtiennent un document absolument crucial. C'est un courrier rédigé par une ancienne employée d'Harvey Weinstein, Lauren O'Connor, qu'elle a envoyé à toute son entreprise. Et dans ce courrier, en fait, elle dénonce l'environnement toxique qui règne pour les femmes. Il est clair que tout le monde est au courant, mais que Weinstein aussi étouffe toutes les histoires à coups d'accords financiers. À ce moment-là, nos 2 journalistes ont suffisamment de matière et de preuves pour pouvoir publier leur enquête, et ce, malgré des sources majoritairement anonymes. Elles font hyper gaffe, elles doivent être extrêmement minutieuses. À la moindre faute, Harvey Weinstein ne ratera aucune occasion de les discréditer. Ça y est, le jour de la publication est fixé, l'enquête sera publiée dans le numéro du 5 octobre 2017. 48 heures avant, comme il est d'usage, le New York Times envoie l'article à Harvey Weinstein et son entreprise. Ils ont jusqu'à 13 heures pour répondre aux accusations. Weinstein tente l'intimidation, mais trop tard. L'article va sortir. Et le jour même, finalement, Ashley Judd et Laura Madden, qui est une autre de leurs sources, acceptent d'être citées. Au total, une douzaine de femmes accusent Weinstein de harcèlement, d'agression et de viol sur les 30 dernières années. Dans les couloirs du New York Times, la tension monte, tout le monde le sent, l'article va avoir l'effet d'une bombe. 5 octobre 2017, 14h05, les millions de lecteurs du New York Times à travers le monde entier reçoivent une notification sur leur téléphone. Un nouvel article vient d'être publié sur le site. En voici le titre. Pendant des décennies, Harvey Weinstein a payé celle qu'il accusait de harcèlement sexuel. On va passer à la partie 2, ne vous en faites pas. Juste un petit mot pour me présenter, parce que 93% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gaspard G, je fais des vidéos sur l'actualité, la société et la politique. Je prépare d'ailleurs un format d'enquête en ce moment avec mon équipe. Bon, je sais pas si on aura le prix Pulitzer comme Cantor et Twohey, nos 2 journalistes du New York Times, mais en attendant, un dimanche sur 2, je vous raconte une histoire qui a marqué notre société. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, et n'hésite pas à me proposer ton idée de sujet en commentaire. On retourne 5 ans en arrière, 5 octobre 2017, Weinstein est dans la sauce. Le 5 octobre 2017, l'enquête est publiée, et
Et l'Amérique et le monde entier est sous le choc. C'est un séisme à Hollywood. Un de ses maîtres est accusé d'être un prédateur sexuel depuis des décennies. Aujourd'hui, il est accusé par des dizaines d'actrices de viol. Allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them. È stata una violenza lunghissima, lunga 30 anni. Évidemment, Weinstein, ou plutôt ses avocats, le défendent. Ses avocats tentent de qualifier certaines accusations de totalement fausses et diffamatoires, mais vu le nombre de témoignages et le sérieux de l'enquête, ce serait un peu con de nier en bloc toute responsabilité. Alors, le producteur lui-même écrit une déclaration, publiée par le New York Times le même jour, dans laquelle, je cite, il s'excuse, sincèrement. Dans cette déclaration, Harvey Weinstein dit qu'il reconnaît que la façon dont il s'est comporté avec ses collègues féminins dans le passé a pu causer beaucoup de douleur, qu'il veut apprendre sur lui-même et maîtriser ses démons. Et sa défense, la voici. J'ai grandi dans les années 60 et 70, et c'était la culture à l'époque. J'ai appris depuis que ce n'est pas une excuse, au bureau ou ailleurs. Bon, ça ne convainc pas, c'est le cas de le dire. Et dans sa déclaration, il ajoute également qu'il se met en retrait de la Weinstein Company. Les deux journalistes de l'enquête sont soulagés, tout ça ressemble bien à un aveu. Puis, tout s'enchaîne assez rapidement. Le 8 octobre 2017, Harvey Weinstein est licencié par le conseil d'administration de sa propre entreprise. 2 jours plus tard, le 10 octobre donc, c'est au tour du magazine américain The New Yorker de publier un long article sur lui. Ce papier est écrit par le militant et journaliste Ronan Farrow, le fils du réalisateur Woody Allen, qui a en gros commencé à travailler sur l'affaire Weinstein en même temps que Jodie et Meghan, et son article ne fait que confirmer l'enquête des deux journalistes. On y lit beaucoup de témoignages d'actrices qui disent avoir été abusées et violées par Harvey Weinstein. Certaines affirment même avoir été retirées de projet après avoir refusé les avances de Harvey Weinstein. Le producteur serait même allé jusqu'à dissuader d'autres personnes de les engager. Bref, vous l'aurez compris, ces 2 articles permettent au monde entier de comprendre l'ampleur du phénomène et de la perversité aussi du personnage qui deviendra un espèce d'anti-symbole. D'ailleurs, ces 2 enquêtes seront récompensées 1 an plus tard par le prestigieux prix Pulitzer, c'est l'équivalent du Ballon d'Or pour les médias et la culture. Par ailleurs, Georgina Chapman, qui est l'épouse d'Harvey Weinstein, annonce qu'elle le quitte dans le magazine People. Il y a énormément de réactions, comme vous pouvez vous en douter, à l'époque, notamment politiques. Je retiens par exemple la réaction de Michelle et Barack Obama. Le couple se dit dégoûté par les accusations qui visent le producteur. Pour l'ancien président, tout homme qui se comporte de manière dégradante avec les femmes doit être condamné et rendu responsable de ses actes, quelle que soit sa richesse et son statut. Donald Trump, alors fraîchement élu président des États-Unis, réagit aussi. I've known Harvey Weinstein for a long time. I'm not at all surprised to see it. D'autres actrices également décident de réagir. C'est le cas par exemple d'Angelina Jolie, qui déclare avoir eu elle aussi une mauvaise expérience avec Harvey Weinstein dans sa jeunesse. Mais c'est aussi le cas de l'actrice et mannequin Cara Delevingne, qui explique avoir été harcelée sexuellement par le producteur. Léa Seydoux aussi en France a publié une tribune dans le journal britannique The Guardian. Elle assure que tout le monde savait ce que faisait Harvey Weinstein, mais que personne n'a rien fait. Bref, on est en novembre 2017, 1 mois après les 2 articles, et le nombre de victimes présumées monte. Beaucoup. Au total, 94 femmes disent avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de Harvey Weinstein. Parmi ces 94 femmes, 14 l'accusent de viol. Les sanctions s'enchaînent, Harvey Weinstein est exclu de l'Académie des Oscars, ce qui est extrêmement rare. Il est aussi renvoyé du syndicat des producteurs d'Hollywood. Ainsi, le producteur déchu promet de suivre une cure de désintoxication sexuelle dans l'Arizona. Et visiblement, ça marche super bien parce qu'il y est resté hyper longtemps. 1 semaine. Il y est resté 1 semaine. Peut-être un petit peu court quand même pour... Bon, Harvey Weinstein, c'est clairement la partie immergée de l'iceberg. Et d'ailleurs, Léa Seydoux le dit très très bien dans sa tribune. Des hommes comme lui, elle en croise tout le temps. Alors à mesure que cette affaire prend de l'ampleur, elle commence à dépasser la simple personne du producteur. En fait, la date qui fait vraiment basculer l'affaire Weinstein vers un mouvement global, c'est le 15 octobre 2017. Ce jour-là, à 10h21 précisément, l'actrice américaine Alyssa Milano, qui a joué dans la série Charmed, qui passait à la télé quand on était petit, tweet ceci: si tu as été harcelé ou agressé sexuellement, écris hashtag MeToo en réponse à ce tweet. Bon, et à ce moment précis, elle ne se doute évidemment pas que ce hashtag MeToo va ébranler Twitter et bientôt le monde entier. I sent out the tweet. It was probably, I don't know, maybe 9 p.m., not thinking anything of it. Knowing that the numbers would come back large because I had an understanding of how big the problem was, but not expecting it to take off the way it did. 7 hours later, there were 35,000 replies. Within 24 hours, it was tweeted 12 million times, and then within 48 hours, it had reached 82 different countries. Presque immédiatement, des millions de femmes répondent à Alyssa Milano. Certaines témoignent, d'autres se contentent simplement du hashtag MeToo. Et ici, le mouvement MeToo traverse largement les frontières d'Hollywood et du cinéma. Le hashtag est repris partout. Moi, je me souviens, sur Twitter, j'étais un ado, mais au Québec, aux États-Unis, en France,
C'était partout. On voyait principalement des femmes, stars ou anonymes complets, utiliser ce hashtag et témoigner. C'était fou. Ceci dit, en préparant cet épisode, j'ai compris que ce hashtag MeToo, en vérité, n'était pas du tout apparu en 2017, mais une dizaine d'années plus tôt. En fait, c'est l'activiste américaine Tarana Burke qui a créé cette formule en 2006 en lançant son mouvement MeToo. En gros, avant de lancer son mouvement, Tara Burke accompagnait des jeunes adolescentes noires à New York dans leur accès à la santé, et en parlant avec elles, elle s'est rendue compte que beaucoup d'entre elles avaient subi des agressions sexuelles, ce qui est tristement son cas aussi d'ailleurs, puisqu'elle a été violée quand elle avait 7 ans. Tara décide alors de leur venir en aide. In 2006, 12 years ago, I laid across a mattress on my floor in my one-bedroom apartment, frustrated with all the sexual violence that I saw in my community. I pulled out a piece of paper and I wrote "Me Too" on the top of it. And I proceeded to write out an action plan for building a movement based on empathy between survivors that would help us feel like we can heal, that we weren't the sum total of the things that happened to us. Elle lance le mouvement sur MySpace, l'ancêtre de Facebook, et elle part à la rencontre des victimes de violences sexuelles à travers les États-Unis et le monde entier. Bon, évidemment, c'est Twitter, donc rapidement, les tweetos, ils écrivent à Alyssa Milano que le mouvement existe déjà. L'actrice répond qu'elle ne savait pas, mais quand elle l'apprend, elle invite la créatrice originelle du mouvement MeToo à l'accompagner dans plusieurs de ses apparitions médiatiques. Pour que vous réalisez bien, ce tweet, ça a été un événement déclencheur. MeToo devient rapidement un mouvement planétaire. Moi, encore une fois, à ce moment-là, j'étais à Montréal, au Québec, et il y avait ce mouvement MeToo, mais c'était moi aussi. On est au Québec. En France, on aurait pu traduire littéralement MeToo, moi aussi, mais c'est transformé en Balance ton porc. Enfin transformé, pas tout à fait, parce qu'en réalité, le hashtag français Balance ton porc naît 2 jours avant le hashtag MeToo aux États-Unis. Il est lancé par la journaliste Sandra Muller, qui dénonce au sein d'un tweet le harcèlement sexuel que lui a fait subir un patron de télévision. Franchement, très honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de reprises. Je pensais que ça serait resté dans le sérail et que dans le monde d'Internet, en fait. Voilà, dans le monde d'Internet. C'est devenu un fait de société. C'est devenu un fait de société. Il y a une petite nuance quand même qui est importante entre le hashtag MeToo et Balance ton porc, rien que sémantiquement. MeToo, c'est moi aussi, je témoigne, et Balance ton porc, c'est aussi un témoignage, mais accompagné d'une dénonciation publique de l'agresseur. Et ça crée d'autres débats. Mais avec ces hashtags, les femmes, ou en tout cas plus largement les victimes d'agressions sexuelles ou de viols, ont réussi à se créer un espace de parole visible par tous, et on ne peut plus les ignorer. On parle de toutes les agressions sexuelles, des remarques sexistes, du harcèlement sexuel, jusqu'au viol. La vague de soutien à ces femmes est importante. Je me souviens de ces stars hollywoodiennes qui se sont mobilisées en janvier 2018 lors de la cérémonie des Golden Globes qui est ultra populaire aux States. Cette année-là, les actrices avaient décidé de venir habillées en noir sur le tapis rouge pour montrer leur soutien aux victimes. Alors le mouvement est soutenu par beaucoup, c'est clair, mais évidemment il y a aussi beaucoup de contestations. Par exemple, le lendemain de cette cérémonie historique des Golden Globes, le 9 janvier 2018, en France, une tribune est publiée dans Le Monde. Plus de 100 femmes françaises, dont l'actrice Catherine Deneuve ou encore la femme de lettres Catherine Millet, y revendiquent une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle selon elle. En quelques mots, voici la tribune. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. En gros, selon elle, le mouvement MeToo a fait émerger une hostilité malsaine entre les hommes et les femmes, et que de là serait né justement un mouvement féministe qui prônerait la haine des hommes. Elle revendique donc dans leur tribune, que je trouvais intéressant de vous citer parce que un clivage générationnel, symboliquement un droit à la drague de rue que le mouvement MeToo semble avoir interdit. Les signataires de la tribune vont jusqu'à dire qu'au fond, l'agression d'un frotteur dans le métro peut être considérée comme un non-événement, que c'est juste la simple expression d'une grande misère sexuelle. Regardez aussi ce que disait Catherine Millet. Il faut apprendre aux femmes à être fortes, à avoir le courage devant un frotteur du métro, de se retourner et de lui dire « Mon vieux, arrête, tu me déranges ». Voilà. Et puis de sortir de ce petit épisode, la conscience tranquille. C'est pas elle qui a fauté, c'est ce type qui s'est mal conduit, et elle oublie et elle passe à autre chose. Voilà, il faut dire aux femmes, si ça vous arrive, vous passez à autre chose et vous vous traumatisez pas après pour le reste de votre vie. Bon, mais pour en revenir à Weinstein, lui a fait face à un vrai tribunal. En février 2018, l'État de New York assigne en justice le studio The Weinstein Company et ses 2 fondateurs, les frères Weinstein, pour ne pas avoir protégé leurs employés face au harcèlement sexuel. 3 mois plus tard, en mai 2018, le producteur se livre de lui-même à la police de New York. Il est finalement inculpé pour un viol qu'il a commis en 2013 et une agression sexuelle qui remonte au début des années 2000, mais est relâché sous caution en échange d'1 million $. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, aux US, tu peux payer pour être libéré en attendant ton procès. Bon, il doit quand même porter un bracelet électronique et remettre son passeport aux autorités. Bon, je vais pas entrer dans tous les détails judiciaires, mais après plusieurs nouvelles accusations et tentatives de négociation, un procès contre Harvey Weinstein s'ouvre officiellement à New York le 6 janvier 2020, 2 ans et 3 mois après la parution des 2 enquêtes du New York Times et du New Yorker. À 67 ans, Harvey Weinstein s'y rend avec un déambulateur et il y paraît vieux
hyper affaiblie. Pendant ce procès, suivi par des journalistes du monde entier, 6 femmes acceptent de témoigner, même si le procès ne porte finalement que sur 2 affaires, une de viol et l'autre d'agression sexuelle. Les 4 autres affaires étant trop anciennes pour être jugées, c'est ce qu'on appelle la prescription. La défense de Weinstein, c'est que les plaignantes étaient consentantes. Et ça, évidemment, c'est très dur à prouver, voire impossible, c'est toute la subtilité de ces affaires. Il affirme quand même avoir des remords, compatir avec toutes ces femmes qui témoignent depuis la jeunesse du mouvement MeToo, mais aucune excuse ne sort de sa bouche. Finalement, Harvey Weinstein va être reconnu coupable de l'agression de 2 femmes. Il est condamné à 23 ans de prison, mais comme il fait appel, c'est-à-dire qu'il conteste la décision, le jugement n'est pas définitif. Et c'est pas fini parce que, je vous le rappelle, depuis 2017, c'est plus de 90 femmes qui ont accusé Weinstein. D'autres enquêtes ont donc eu lieu, et là, très récemment, fin 2022, 5 ans après le début de l'affaire MeToo, un nouveau procès a été organisé à Los Angeles, où 4 femmes de plus l'ont officiellement accusé. Et finalement, dans ce procès, il a été déclaré coupable d'un viol et de 2 agressions sexuelles. Sa peine pourrait donc aller jusqu'à 24 ans d'emprisonnement, en plus de la peine de 23 ans qu'il avait déjà reçue à New York. Ouais, parce qu'on est aux US, et aux États-Unis, les peines se cumulent. Très concrètement, il risque la prison à vie. Alors, affaire à suivre, comme on dit. L'affaire MeToo, c'est des mois, voire des années de travail, d'enquête qui ont mené à la chute de l'immense producteur américain Harvey Weinstein, accusé d'être l'un des plus grands prédateurs sexuels d'Hollywood. L'affaire MeToo, c'est l'histoire de la jeunesse d'un mouvement qui donne la parole aux femmes qui, pendant longtemps, ne se sentaient pas ou peu écoutées. L'affaire MeToo, c'est bien sûr aussi l'histoire d'un hashtag repris par les plus grandes stars de la planète, mais aussi par des femmes, des hommes anonymes. L'affaire MeToo, c'est un mouvement de la libération de la parole de la femme qui s'est depuis diversifié. Il y a le MeToo politique, le MeToo inceste, le MeToo gay, et bien sûr, Balance ton youtubeur dont on a beaucoup parlé récemment. Je vous conseille ce livre, She Said, qui raconte les coulisses de l'enquête et qui nous a beaucoup aidé pour écrire cette vidéo. C'est de Jodie Cantor et Megan Twohey, les 2 journalistes dont on a beaucoup parlé pendant la vidéo, et ça a remporté le prix Pulitzer. C'était l'affaire MeToo. C'était Gaspard G, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très intéressant pour moi de faire cette vidéo. Merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à l'écriture de cette vidéo dans mon équipe. Leurs noms sont juste là. L'Histoire 2, c'est toujours un dimanche sur 2, un portrait ou une affaire. Je prends vos suggestions en commentaire, les autres épisodes sont là. J'arrive en force en 2023 avec 2 autres formats sur la chaîne YouTube qui vont arriver très vite. J'espère que ça vous plaira. À dimanche dans 2 semaines.